Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi, dans les grandes éditions d'information. Grève, élection, transition, 28 mesures, pas de crise politique. Professeur Tchibangu Kalala, est-ce que penser ou dire ce que vous dites est sage? Qu'est-ce que j'ai dit à propos de... Qu'il n'y a pas de crise. Il faut savoir d'où nous venons. L'année 2016 a été l'année de tous les combats et de tous les enjeux. Il y avait une crise politique aiguë, grave, qui a failli faire sombrer le pays dans une guerre civile. Il y a eu des cartons jaunes, des cartons rouges, les gens sont morts, le sang a coulé, etc. Au 31 décembre 2016, nous avons signé la paix des braves. On a dit qu'on va conclure un accord où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Il faut trouver un compromis politique. La démocratie, c'est le dialogue et le compromis. Et nous avons trouvé un compromis politique, mais pas n'importe quel compromis, Christian, un compromis intelligent. Nous avons dit ceci. Le président de la République, bien que hors mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'aux élections. Vous avez dit, tout à l'heure, vous disiez que c'est la Constitution qui le dit. C'est l'accord qui prime. Attendez. Ou c'est la Constitution? Attendez, ça c'est notre débat, on peut le faire. C'est le débat aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est le débat. Voilà, très bien. On a trouvé un compromis politique, un accord politique, global et inclusif, pour stabiliser le pays, éviter la confrontation dans la rue, que le débat, la discussion aille dans les institutions, qu'on quitte la rue. Le vieux Tshisekedi était d'accord. Le président de la République reste en place. Le gouvernement sera dirigé par un membre de l'opposition, donc du Rassemblement. On va mettre en place une institution spéciale chargée de veiller à la mise en œuvre de l'accord et à la mise en œuvre du processus électoral, le CENSA. Et puis, on va aller aux élections. Avec l'accord du 31 décembre 2016, on a mis fin à la crise. Vous avez dit accord global et inclusif. Aujourd'hui, qui est le président du Rassemblement? Il n'y a pas deux rassemblements, il y a un seul rassemblement. Qui est le président du Rassemblement? Il n'y a pas de président du Rassemblement. Il y a deux organes qui étaient laissés par le vieux avant sa mort. Le Conseil des sages et la coordination des actions. Aujourd'hui, nous avons le président du Conseil des sages du Rassemblement. C'est Joseph Olenganko Imokondi. C'est le rassemblement qui est prévu dans l'accord. C'est ce rassemblement-là qui a donné le Premier ministre au pays, comme c'est prévu dans l'accord, qui a donné le président du CENSA au pays, comme c'est prévu dans l'accord. Et donc le rassemblement qui est prévu dans l'accord, c'est nous. Nous reconnaissons qu'au sein de notre famille politique, il y a un courant qui n'a pas vu les choses de cette manière-là. Cela ne veut pas dire qu'il y a deux rassemblements. Nous reconnaissons qu'il y a eu une querelle familiale. Nous sommes les mêmes. Il n'y a qu'un seul rassemblement qui est prévu dans l'accord et c'est nous qui représentons ce rassemblement-là dans les institutions conformément à l'accord. Revenons sur cet accord global et inclusif. Oui. Vous êtes le Rassemblement. C'est ce que vous dites. Le Rassemblement semblait porter pendant très longtemps, au cours de ces négociations, une attention particulière à la décrispation politique. Aujourd'hui, le président du CNSA, vous le dites, il est du Rassemblement. Le Premier ministre, vous le dites, il est du Rassemblement. De ce même Rassemblement-là. Quelles sont, alors que vous êtes au gouvernement, alors que vous êtes au CNSA, les avancées dans ce dossier? Il faut faire la part des choses. Vous savez très bien qu'il y a eu pas mal de nos compatriotes qui étaient concernés par cette question de décrispation, ou les cas emblématiques, le Roger Lumbala et les autres, qui sont en liberté. Nous savons effectivement qu'il y a eu des chaînes de télévision qui étaient frappées par... tout ça, c'était avant le président du CNSA, tout ça, c'était avant l'arrivée du Premier ministre. Bien sûr, mais depuis l'installation de Joseph Olenganko et précédemment de Bruno Tshibala, quelles sont les avancées dans le dossier? Attendez. Il y a des discussions qui sont en cours. Il y a eu des réunions encore récentes pour essayer de traiter les cas qui étaient restés en pendant. Dans les cas qui n'ont pas encore été résolus, il y a ce qu'on appelle les cas emblématiques. Il y a le cas, par exemple, le cas de M. Katumbi. Mais ce cas, il y a des aspects
des infractions des droits communs. Et vous imaginez si aujourd'hui, le Premier ministre, qui n'en a pas le pouvoir, peut dire, voilà, écoutez, tel juge, alors enlevez tel dossier judiciaire, telle personne qui est poursuivie pour des infractions des droits communs. M. Katumbi est innocent, vous comprenez? Il est jouit de la présomption d'innocence comme tout Congolais, comme vous et moi. Mais jusqu'au jour où il y aura une décision judiciaire définitive qui va le déclarer coupable ou innocent. Mais il jouit de la présomption d'innocence. On est devant les cours des tribunaux. Bon, on ne sait pas juger, on ne va pas entrer dans le cours de justice pour l'instant. Ce sont des cas qui sont assez délicats. Nous avons le cas de M. Mouyambo, qui est un ami personnel. Mais il est impliqué dans des cas des infractions de droit commun, à tort ou à raison, voyez-vous. Mais ça, c'est traité au niveau judiciaire. Tous ces cas-là sont en train d'être examinés actuellement au niveau du CNSA, voyez-vous, et d'autres, pour voir dans quelle mesure on peut trouver une solution humaine à tous ces cas-là. Donc, pour revenir à ma question, pas d'avancée dans ce dossier-là. Non, ma question, c'était quelles avancées? Mais attendez, M. Christian, qu'est-ce que vous appelez avancée? Avancer, je vous dis qu'il y a des cas qui ont un lien direct avec je ne parle pas que des cas que vous jugez d'extrême, je parle des autres, ceux qui pouvaient être gérés. Le président du CNSA et Conseil national de suivi de l'accord est chargé de l'application de toutes ces mesures de l'accord global et inclusif. Quelles sont les avancées? Ce n'est pas le président du CNSA, c'est le CNSA. Voilà. Quelles sont les avancées? Ce n'est pas l'affaire d'Olengagoy en tant qu'individu, c'est une institution qui vient d'être mise en place et qui est en train de voir, d'examiner l'accord, de voir en ce qui concerne cette question de décrispation. Ce sont des questions humaines, c'est parfois pénible, voyez-vous. Donc il faut les traiter avec beaucoup de responsabilité. Élection, c'est pas le gouvernement qui est responsable. Décrispation politique, c'est en cours. Qu'est-ce qui a avancé alors depuis que l'accord a été signé pour que vous puissiez dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de crise? Mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y a crise? Ce qui nous permet de dire qu'il y a encore crise, c'est notamment, l'année dernière c'était le 19 décembre 2016, cette année c'est le 31 décembre 2017, où on dit qu'il y a encore problème, on parle encore, les esprits s'échauffent de nouveau. Attendez, Christian, moi j'étais aux négociations de la CENCO comme expert du rassemblement. En ce qui concerne les élections, il y avait deux discours. Le discours politique et le discours technique. Le discours politique était porté essentiellement par le rassemblement. Et moi-même, je soutenais ce discours-là, pour dire qu'il ne faut pas organiser les prochaines élections au-delà de l'année 2017. Et le technique? Il y avait un discours technique, porté essentiellement, vous comprenez, par la CENI, qui nous disait, mais écoutez, vous parlez de décembre 2017, c'est bien, mais moi, votre technicien, le technicien de la RDC en matière électorale, je vous dis que ça ne sera pas possible. Parce qu'il y a des contraintes, il y a des opérations, des détails, il y a des moyens, il y a des lois qu'il faut voter, il y a de l'argent qu'il faut mobiliser, etc. Et en faisant cette programmation, la CENI avait répété à plusieurs fois, à plusieurs reprises, même bien avant nous. Même c'était déjà pas possible avant le 31 décembre 2017. La CENI l'avait dit même au niveau du camp Tchachi. On a essayé de concilier ces discours. J'ai soutenu moi personnellement le discours politique, mais j'étais sérieux et responsable. Je devais écouter le discours technique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que vous, de politique, vous soyez passé du côté de la position technique? Le fait d'être entré au gouvernement? L'accord dit, aujourd'hui, qu'il faut 3 structures qui doivent se réunir, vous l'avez répété, pour évaluer le processus électoral. C'est prévu dans l'accord, pour déterminer à quel moment on pourrait organiser effectivement les échéances électorales. C'est mis dans l'accord. Et donc, ce n'est pas le discours technique. Je tiens le discours de l'accord. C'est prévu dans l'accord. Et donc, aujourd'hui, nous sommes tous d'accord, comme c'est prévu dans l'accord, qu'il faut... Oui, bien sûr, parce que c'est écrit dans l'accord. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord Mais qui n'est pas d'accord qu'il y ait évaluation du processus électoral? C'est qui? Nous sommes tous d'accord, comme c'est prévu dans l'accord du 31 décembre, qu'il faut que le gouvernement, le CNSA et la CENI puissent procéder à l'évaluation du processus électoral pour voir à quel moment précis, par rapport à ce qui a déjà été fait au niveau des opérations préélectorales et ce qui reste à faire toujours au niveau des opérations préélectorales pour organiser des élections. Alors dites-nous, vous êtes du gouvernement, parce que là maintenant c'est le gouvernement qui finance, c'est ça, c'est bien ça. Est-ce que l'argent est disponible? Nous voulons, le gouvernement et le Premier ministre le répètent à plusieurs reprises, ce gouvernement a l'ambition d'offrir à notre peuple les meilleures élections de son histoire récente. Maintenant, votre question, il a l'argent pour le faire. Est-ce que nous avons l'argent? Oui. Il faut être responsable. Il ne faut pas faire de la démagogie ou du populisme. Chaque mois qui passe, le gouvernement
sort plus ou moins 20 millions de dollars, mais à la disposition de la CENI pour organiser les élections. Nous sommes encore dans la phase préélectorale. Mais nous sommes tellement responsables, gouvernement, que nous avons dit que si nous n'arrivons pas à avoir suffisamment de moyens à partir de notre trésor public pour financer les élections, nous allons faire appel, et nous faisons appel à la communauté internationale. Sur qui comptez-vous principalement pour avoir cet argent? Pas principalement. Nous comptons sur la communauté internationale. Par exemple, nous avons les Nations Unies, qui font déjà beaucoup avec la MONUSCO. Nous avons des partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ont promis de faire quelque chose. C'est-à-dire, l'organisation des élections, c'est une affaire de souveraineté. Le gouvernement est ambitieux et volontariste. Nous allons tout faire pour dégager des moyens financiers à partir de notre budget pour financer nos élections. Mais vous ne pouvez pas encore, vous ne pouvez encore rien promettre aujourd'hui que toutes les finances seront disponibles pour cela. Nous ferons tout du côté du gouvernement pour financer ces élections. Finances, 28 mesures. Le Premier ministre réunit tout son gouvernement au bout de 100 jours. On s'attend à ce qu'il annonce quelque chose de nouveau. Et il nous reparle de mesures qui datent d'il y a 2 ans. Qu'est-ce que le gouvernement Tchibala apporte de nouveau? Bien. Autant rappeler M. Matata. Vous avez raison. Nous ne sommes pas dans la rupture, nous sommes dans la continuité. Quand on a fait quelque chose de bien pour le pays, il ne faut pas rejeter ça parce que c'était fait par le gouvernement précédent. C'est de l'irresponsabilité. Et donc, ce sont des 28 mesures qui sont là. Mais il y a eu changement de méthode de gestion. Au lieu d'embrasser ces 28 mesures en une fois pour chercher à régler tous ces problèmes, on a mis en place une nouvelle méthode. C'est la méthode qui a changé. Je vous rappelle que le Premier ministre, devant l'Assemblée, avait dit qu'elle vient avec une nouvelle méthode. Quand il y a un problème, il faut l'étudier en profondeur, dégager les solutions qu'il faut appliquer et venir vérifier ces mesures, les évaluer pour voir quels sont les résultats qui ont été atteints. Donc, la culture du résultat. C'est ça, aujourd'hui. Et donc, on n'a pas pris toutes les 28 mesures. On a commencé par la première. Et on va traiter toutes les mesures au fur et à mesure. Donc, on s'est concentré récemment, après notre arrivée au pouvoir, sur la première mesure. C'est quoi? Il faut remplir les caisses de l'État. Il faut arriver à augmenter les recettes publiques en luttant contre la fraude fiscale et douanière, en luttant acharnement contre la corruption et la contrebande. Et donc ça, c'était la première mesure. Comment renflouer les caisses de l'État? Et pour renflouer les caisses de l'État, il fallait prendre des mesures urgentes. À quand le premier bilan de ces décisions prises sur une des 28 mesures? Nous avons dit ceci, qu'on va faire une première évaluation au mois de novembre. Entre-temps, les grèves continuent, elles sont quasiment générales. Les promesses non tenues du gouvernement aussi. Christian Lusabwino, je crois qu'il faut être responsable. On ne peut pas distribuer une richesse qu'on n'a pas. Oui, mais on ne doit pas promettre quand on n'a pas non plus. Mais on n'a pas promis. On a promis 25 000 plus 10 000. Beaucoup se plaignent de ne pas avoir reçu. On a promis un taux budgétaire. La loi budgétaire est votée par les députés. Le gouvernement ne l'applique pas. Je ne vais pas arriver dans la discussion qu'il y a eu à ce sujet. Le Premier ministre a répété devant l'Assemblée nationale qu'il ne va pas faire de la démagogie et du populisme pour faire des promesses sensationnelles que le gouvernement ne saurait pas tenir. Et le gouvernement est sur cette ligne-là. On ne va pas changer. Parce que vous lancez des promesses, on vous applaudit. Mais ceux qui vous applaudissent le matin, l'après-midi, ils vont vous conspuer. Donc ce n'est pas notre façon de faire la politique. Oui, mais quand ce fonctionnaire doit se dire... Mais c'est ça le défi. Mais Christian le sait que... Oui, mais quand il discute avec vous, que vous vous dites dans tel délai, on va régler votre problème, donc c'est plus la peine de discuter avec des personnes qui sont responsables, mais qui ne tiennent pas parole. Je vais vous dire la vérité. Qui se disent responsables. Sur cette question-là. Mais l'État, c'est qui? Qu'est-ce que signifie l'État? L'État, c'est les lois et les règlements. L'État, c'est le droit. Et les hommes et femmes qui appliquent ces lois et ces règlements au quotidien. C'est ça l'État. Et donc, l'argent que l'État doit payer aux fonctionnaires, augmenter leurs conditions de vie ou de travail, mais ce sont les fonctionnaires eux-mêmes qui doivent le produire. C'est pour cela que nous disons et nous répétons, avant de distribuer une richesse à nos fonctionnaires, nous sommes un pays de bas salaire. Payer à un fonctionnaire 100 000 francs aujourd'hui, il va vivre comment? Nous sommes conscients. Nous vivons dans la société, nous venons de la société et nous vivons dans la société. Nous comprenons la détresse
les misères, les difficultés. Je ne vois pas au gouvernement quelqu'un qui est un méchant, un homme cruel, alors que la caisse de l'État est remplie d'argent. Lui, il refuse de redistribuer cette richesse aux fonctionnaires de l'État. Je ne vois personne de cela. Et donc, c'est pour cela que le président de la République nous a dit « Allez sur le terrain ». Les ministres ne doivent pas rester dans leur bureau climatisé de Kinshasa. Il faut aller sur le plan. Nous devons augmenter la richesse du pays. Nous avons une capacité, un potentiel fiscal énorme. Il faut faire en sorte que l'État fonctionne, que les fonctionnaires de l'État qui demandent l'augmentation, et ils ont raison. Et donc, mais nous devons nous mobiliser tous, travailler ensemble. C'est lorsque nous allons avoir de l'argent dans la caisse de l'État, je répète aux fonctionnaires, moi-même je suis fonctionnaire, je suis pauvre d'université. Si on augmente les salaires des pauvres d'université, je vais en profiter. Mais je vois ce qu'il y a dans la caisse de l'État. Ce sont les fonctionnaires de l'État qui sont là pour augmenter la richesse de l'État, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas la corruption, qu'il n'y ait pas de concussion, que nous puissions combattre la fraude fiscale et douanière. Comme ça, le pays sera riche et en ce moment, le gouvernement va redistribuer cette richesse. Mais pour le moment, la caisse est vide. Et ce sont les fonctionnaires. Et ils voient la caisse. Christian Lusakenou, toi, tu ne vois pas ce qu'il y a dans la caisse de l'État. Ce sont les fonctionnaires qui voient ce qu'il y a dans la caisse. Parce que c'est eux qui mettent l'argent dans la caisse. Ils savent que chaque mois, il y a autant qui entre dans la caisse de l'État. Et chaque mois, il y a autant qu'on sort pour les dépenses de l'État. Ils le connaissent. Et donc, si on dit aujourd'hui, il faut augmenter les salaires des fonctionnaires, même les 20 000, c'est peu. Moi, j'aurais souhaité qu'on triple les salaires des fonctionnaires, qu'on quadruple. Mais si on ne peut pas le faire, c'est parce qu'on n'a pas une richesse aujourd'hui que le gouvernement de l'Union nationale peut redistribuer. Il faut produire d'abord cette richesse. Il faut augmenter la richesse du pays par les mesures urgentes que nous devons faire. Et ce sont les fonctionnaires qui doivent agir sur le terrain. Monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre, merci beaucoup d'être venu. Les dernières petites questions, parce que les petites questions ne manquent pas, les questions d'auditeurs en plus. Le Premier ministre est passé de la prison à la primature. Il est toujours en liberté provisoire? Attendez, le Premier ministre, c'est un homme libre. Non, il est sorti en liberté provisoire. Aujourd'hui, il est sous quel statut? Il est en liberté provisoire ou il est totalement déchargé de tout ce qu'on lui a imputé? Le Premier ministre, c'est un homme qui est totalement libre. Il a fait l'objet d'une accusation purement politicienne. De la part de ceux qui aujourd'hui sont vos alliés? Non. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Non, de la part de... Non, mais attendez. Il a fait l'objet d'une accusation judiciaire, c'est la justice. Bon, je ne vois pas les politiciens. Il a fait l'objet... Aujourd'hui, la justice que vous condamnez, vous, professeur Tshibangou Kalala, aux ordres, est libre. Christian Lusakenou. Moi, j'ai fait la prison, vous le savez. Oui. Vous savez ce que je pense de la justice dans notre pays. Mais le Premier ministre a fait l'objet d'une accusation judiciaire parce qu'il a été entendu par le parquet pour avoir commis une infraction, pour avoir incité, etc. Le dossier est vide. Oui, mais il était en liberté provisoire. Du statut de libéré provisoire à libre totalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Laissez que je termine. Je vois que c'est une question qui vous intéresse. Qui intéresse beaucoup les auditeurs, parce que je crois qu'elle est revenue une quinzaine de fois. Écoutez, le Premier ministre a fait l'objet d'une accusation non fondée. Le dossier est vide. Je l'ai consulté moi-même. Il est vide. Jusqu'au moment où il sort de Makala, il n'y a jamais eu de procès contre lui. Il n'y a rien dans ce dossier. Et c'est la raison pour laquelle la justice congolaise a dit, bon, vous pouvez rentrer à la maison. Donc ce n'était pas une libération provisoire. Et c'est terminé. Ce n'était pas une libération provisoire. Mais il allait être poursuivi. Il est sorti de la prison, je crois, au mois de novembre 2016. Mais il est resté ici. D'accord. Et il est devenu Premier ministre 7 ou 8 mois après. Mais s'il avait commis une infraction, n'est-ce pas, avec preuve à l'appui, il serait jugé et condamné. Si la justice a laissé cette situation, a trouvé qu'il y avait une opportunité de poursuite et l'affaire est terminée. Aujourd'hui, vous êtes au gouvernement, dans le cadre de l'accord global et inclusif. Vous représentez l'opposition. Mais on dit que la principale opposition à vous, c'est le rassemblement. Aujourd'hui, vous êtes toujours de l'opposition ou... Bon, certains pourraient dire que dans le discours, vous êtes plutôt MP, mais vous vous situez où? Christian, tu poses des questions insidieuses. Attendez, je dois être cohérent avec moi-même. Nous avons une loi de la République dans ce pays que j'ai votée en 2007, présentée par l'opposition de l'époque, sur le statut de l'opposition. C'est une loi de la République. Cette loi définit qui est opposant et qui n'est pas opposant.
Mais qui peut-on considérer comme opposant dans ce pays? L'accord global et inclusif semble avoir mis, et c'était dans votre entendement, cette disposition à l'arrêt le temps de cette union nationale vers les élections. Aujourd'hui, vous êtes opposant ou vous êtes majorité? Laissez-moi continuer la chose. Quand on entre au gouvernement, je formule autrement. Quand on se dit opposant, Christian, on est opposant contre quoi? Contre qui? On n'est pas opposant contre des individus. Je ne peux pas me dire opposant contre Christian Le Sokeno parce qu'il est au pouvoir. Non. On est opposant contre la politique du pays qui est en train d'être menée. Voilà. Contre ceux qui sont au pouvoir, qui appliquent, ceux qui définissent et qui conduisent la politique du pays. Et donc, nous sommes aujourd'hui au gouvernement. Si j'ai bien compris, vous êtes avec eux aujourd'hui. Avec qui? Avec ceux du pouvoir. Non, attendez. Non, vous êtes au gouvernement, vous faites fi de l'accord global Christian, ça doit être clair. L'opinion, ça doit être clair. Nous sommes dans un gouvernement d'union nationale. Qu'on l'appelle salut public, gouvernement de combat, c'est le gouvernement de la République. D'où ma question. Et quand on est au gouvernement, on est au pouvoir. D'où ma question. Gouvernement d'union nationale où l'opposition était au gouvernement parce qu'elle était opposition. Aujourd'hui, vous êtes... Et je repose ma question. Malheureusement, je n'aurai pas le temps d'insister parce qu'on n'a plus le temps. Vous êtes... Aujourd'hui, au moment où je vous parlais, parce qu'on doit rester cohérent avec soi-même. Nous ne pouvons pas être opposants contre notre propre politique. Cette politique, ce programme d'action, tout cela a été approuvé par l'Assemblée nationale qui nous a investis. Et donc, nous sommes au gouvernement, nous sommes au pouvoir. Si demain... Mais, c'est précision, c'est très important, mais le fait d'être au gouvernement d'union nationale ne supprime pas notre identité en tant que rassemblement. Si demain... Le rassemblement qui participe au gouvernement d'union nationale, ce gouvernement, ce rassemblement garde son identité politique avec ses idées, ses structures, sa démarche politique. Le rassemblement qui est au gouvernement ne disparaît pas comme un rassemblement, reste une force politique qui est dans le gouvernement. Et donc, ce rassemblement qui est au pouvoir, ce rassemblement ne peut pas dire qu'il est dans l'opposition, parce que nous dirigeons le pays, nous sommes au pouvoir. Tout le monde dit qu'il n'y aura pas de quatrième dialogue, mais si demain il y a dialogue, le rassemblement, allez, on ne va pas dire rassemblement limité, rassemblement vous m'avez donné une bonne idée d'ailleurs. Le rassemblement gouvernement sera du côté de l'opposition ou du rassemblement opposition? Quand? S'il y a quatrième dialogue. S'il faut une solution avant le 31 décembre. Je sais que vous dites non, parce que ça pourrait mettre en cause le poste de Premier ministre de M. Bruno Tshibala. Mais si dialogue il y a, le rassemblement gouvernement se retrouverait avec le rassemblement opposition ou serait avec le gouvernement face au rassemblement de l'opposition? Il y a un seul rassemblement. C'est celui qui est au pouvoir aujourd'hui, qui a donné le Premier ministre, qui a donné le président du Sénat, qui est dans les institutions. Quatrième dialogue ou cinquième dialogue, nous, on ne pense pas à cela. Nous sommes aujourd'hui sur le champ de l'action politique. Nous avons des missions qui nous ont été confiées par l'accord. Il y en a 4, dont la principale est l'organisation des élections. Nous travaillons, Christian Le Sokeno, comme si nous n'allons pas quitter le pouvoir. Donc ce n'est pas la durée. Nous ne sommes pas des carriéristes. On n'est pas là pour nous éterniser au pouvoir. Ça sera dans 2 mois ou 3 mois ou 4 mois, peu importe. Mais nous sommes dans l'action quotidienne. Nous voulons travailler, laisser des traces durables et solides dans notre pays.